Bonsoir et très belle année à tous. Cette semaine dans Église du Monde, on a choisi de parler d'une crise oubliée, la crise politique qui frappe le Nicaragua depuis le 18 avril dernier, lorsque des manifestations ont éclaté contre un projet de réforme de la sécurité sociale. On en parlera dans quelques instants avec notre invité Christian Giraud, ancien directeur de recherche au CNRS. Mais l'actualité des églises, c'est aussi les tensions au Gabon après la tentative de coup d'État militaire. On entendra le père gabonais Bruno Ondo Minsa. Et puis en Chine, émotion chez les catholiques de Hong Kong après le décès le 3 janvier de leur évêque, Monseigneur Eung, à l'âge de 73 ans. On y reviendra. Mais tout de suite, ce qu'il faut retenir sur le Nicaragua. Le Nicaragua, petit pays d'Amérique centrale, est situé entre le Pacifique et la mer des Caraïbes. Il est frontalier au nord avec le Honduras et au sud avec le Costa Rica. Sa population est d'environ 6 millions d'habitants. Le Nicaragua a connu 40 ans d'une dictature sanglante renversée par le dirigeant de la guérilla sandiniste, Daniel Ortega, toujours au pouvoir. C'est l'un des pays les plus pauvres de la région. Alors depuis le 18 avril dernier, le Nicaragua connaît une crise importante après l'annonce d'un projet de réforme de la sécurité sociale qui a déclenché un mouvement de contestation du pouvoir en place. Alors ce projet de réforme a été annulé depuis. Des manifestations, des blocages de routes qui étaient régulièrement organisés ont été fortement réprimés. Le bilan humain de cette contestation, il est lourd. Il y a plusieurs centaines de morts et plus de 1300 blessés. Alors une commission de dialogue national avait été créée le 17 mai dernier, placée sous la médiation de l'Église, mais elle peine à avancer. Il semblerait qu'aujourd'hui le dialogue soit au point mort. On va en parler dans quelques instants. Alors côté religion, le Nicaragua compte environ 41% de catholiques, 40% de protestants, 17% d'athées ou agnostiques et 4% d'autres religions. L'Église catholique est organisée en 7 diocèses. On retrouve tout de suite notre invité Christian Giraud, directeur de recherche émérite au CNRS. Christian Giraud, bonsoir. Bonjour. Merci de nous retrouver le temps de cette émission. Alors on va revenir avec vous sur les ressorts de cette crise, finalement, dont on a peu entendu parler ici en France. Mais avant cela, peut-être un retour pour nos téléspectateurs, bref retour sur l'histoire du Nicaragua, l'histoire politique qui a été jalonnée par des périodes sombres. Un bref rappel, Daniel Ortega qui est arrivé au pouvoir en 1979 après avoir renversé la dictature des Somoza avec ce qu'on appelle la révolution sandiniste. Entre 1984 et 1989, Ortega a été le premier président élu du Nicaragua. Il a été réélu président en 2006, 2011, puis 2016. Il semblerait qu'il puisse être élu indéfiniment parce qu'il a fait modifier la Constitution. Oui, en fait c'est la révolution sandiniste qui a marqué l'histoire. Qui a marqué l'histoire contemporaine du Nicaragua. Donc après une longue période de dictature, la dictature des Somoza était une dictature extrêmement violente, extrêmement tyrannique. Et donc, la révolution sandiniste de 1979, c'est l'arrivée au pouvoir des sandinistes. C'est bon, il n'était pas tout seul, Ortega. Hein. Il y avait plusieurs commandants, c'était des groupes de guerrilleros qui étaient dans les campagnes et qui ont lutté pendant plusieurs mois, plusieurs années, avec des coups assez forts portés à la dictature. Donc, ils sont arrivés au pouvoir en juillet 1979, et ensuite, ils sont restés au pouvoir pendant une dizaine d'années. Alors, cette période a été extrêmement agitée parce qu'il y a eu une contre-révolution qui était en partie composée d'anciens partisans des dictateurs, mais qui était appuyée par les États-Unis. Et donc, la guerre, il y a eu une vraie guerre civile au Nicaragua qui a duré une petite dizaine d'années. Et donc, après cette période-là, la droite, disons représentée par un parti, en gros, de type libéral, de centre-droit, Madame Chamorro, est arrivée au pouvoir. Donc, la droite est revenue au pouvoir, si vous voulez, mais sous une forme démocratique, par les urnes. Donc, elle est restée au pouvoir pendant une quinzaine d'années, et c'est plus tard, en 2006, comme vous le disiez,
que Ortega, mais alors Ortega, à ce moment-là, il représentait plus que lui-même, en fait. Il est toujours le président du parti sandiniste, mais beaucoup de ses amis, les anciens commandants qui ont fait la révolution avec lui, l'ont abandonné, parce qu'ils ont pensé qu'il avait évolué dans le mauvais sens. Après, on peut discuter sur la nature du régime, parce que beaucoup de ses anciens amis le critiquent. D'accord. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce que c'est que ce courant sandiniste et en quoi ça marque encore peut-être aujourd'hui le Nicaragua? Bon, historiquement, on est dans les années 70, les années 80. Bon, il y a encore l'Union soviétique, il y a Cuba qui est quand même là pour aider, si vous voulez. Donc, il y a, on va dire, une composante de gauche, gauche marxiste, mais le Sandino, la référence qui est Sandino, c'est quelqu'un qui a été assassiné ensuite par les États-Unis, par la dictature, dans les années 20, dans les années 30, qui était un chef révolutionnaire, mais plutôt, je dirais, de tendance anarchiste. Il n'était pas vraiment communiste, il était plutôt anarchisant. Donc c'est en fait une gauche, on va dire socialiste, communiste, anarchiste, composée de différents éléments, dans lesquels on trouvait aussi des éléments de l'Église. Le père Cardenal était à cette époque-là, donc Ernesto Cardenal, qui est encore en vie, qui est un grand poète, et qui était à côté des sandinistes, avec les sandinistes. Donc, si vous voulez, c'était un mouvement populaire extrêmement composite. Après ça, la démocratie, on a fait jouer la démocratie. La droite est revenue au pouvoir, la droite représentant les intérêts privés, les grandes sociétés, etc., les propriétaires terriens, et donc un certain balancement, une certaine alternance au pouvoir. Ortega revient au pouvoir, mais il revient toujours dans des conditions un peu douteuses, si vous voulez. En 2006, ensuite il est réélu en 2011, et puis ensuite en 2016, mais dans des conditions qui ne sont pas très correctes. En 2006, il est élu à la suite d'un accord avec l'ancien président. Il promet une amnistie à l'ancien président qui est complètement corrompu, qui s'appelle Alemán, qui avait vraiment fait des choses horribles au niveau de la corruption, et il lui promet une amnistie, moyennant quoi, évidemment, il va l'aider à accéder, il va aider Ortega à accéder au pouvoir. Ses intérêts. D'accord. C'est ça. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de ce sandinisme? Justement, aujourd'hui, il reste plus grand-chose, si vous voulez, de l'origine du sandinisme. Justement, c'était ces éléments populaires, ils sont partis disparus, parce que beaucoup des anciens sandinistes ont critiqué les alliances que le gouvernement sandiniste, Ortega en l'occurrence, a passé d'une part avec l'Église catholique dans sa phase la plus conservatrice, quand l'Église était dirigée au Nicaragua par le cardinal Obando, qui était considéré comme un personnage d'extrême droite à ce moment-là. Qui est le prédécesseur du cardinal Brenes. Oui, il est mort il y a quelques années. Et c'est vrai qu'il y a eu une sorte d'alliance entre les éléments conservateurs de l'Église et Ortega, d'une façon très curieuse, si vous voulez, parce que c'était Ortega qui est chrétien, d'ailleurs. Bon, lui, il n'était pas chrétien, si vous voulez. Bon, d'ailleurs, avec sa femme, c'est assez amusant et assez curieux, parce qu'en fait, il avait un compagnonnage avec la vice-présidente actuelle, qui s'appelle Rosario Murillo, et en fait, il a fait bénir son mariage, en quelque sorte. Il avait déjà des enfants, etc. Ils avaient de part et d'autre. Ils avaient déjà des enfants, et il a fait bénir son mariage par le cardinal Obando. À ce moment-là, il y a déjà une quinzaine d'années, quand le cardinal était toujours là. Il est catholique aujourd'hui, Ortega? Je ne sais pas s'il est catholique, en tout cas, il a passé un accord avec l'Église catholique qui est très fort à ce niveau-là. Aujourd'hui, sa compagne, donc Rosario Murillo, est détestée en général au Nicaragua parce que, d'abord, elle a été mise comme vice-présidente, qui est tout à fait un cas de népotisme évident. Il a mis aussi ses enfants pratiquement dans les postes de responsabilité, sa fille et son fils dans les postes de responsabilité auprès de lui comme conseiller. C'est un cas de népotisme évident. Et cette dame a des caractères un peu, d'abord, on va dire, elle est poétesse, etc. Et certains disent qu'elle est satanique. Vous voyez, donc là, certains la considèrent comme une sorcière. Vous voyez, donc elle a vraiment mauvaise presse auprès des Nicaraguayens. Et donc ça, c'est l'aspect un peu triste du régime qui a mal évolué, on va dire. D'accord. Voilà, et qui a perdu une grande partie de ses appuis populaires. Je pense qu'il conserve une petite partie de ses appuis populaires, mais il a perdu une grande partie. Et de toute façon, quand il est passé aux urnes, il a obtenu en gros 30 ou 35% des voix. Il n'avait pas plus. Donc il faut qu'il passe des accords avec la droite. On en revient à ce qui se passe depuis le printemps dernier, cette crise. Quels en sont les ressorts? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors ça a été extrêmement brutal, extrêmement inattendu, parce que le régime apparemment jouait sur du velours. Il avait passé, comme j'ai dit, un accord avec l'Église catholique, il avait passé un accord avec la Confédération des entrepreneurs, des sociétés en place au Nicaragua, et le régime évoluait dans un système plutôt néolibéral, on va dire, même si à l'origine, on le met dans la catégorie des régimes de gauche. Et en fait, cette réforme, comme vous dites, de la sécurité sociale, en fait, c'était une réforme des retraites. Donc, il allait augmenter les cotisations de retraite, à la fois pour les employeurs et pour les employés, a fait exploser certainement un mécontentement qui était sous-jacent, qui était là depuis longtemps. Et moi, je pense que ce mécontentement, il est lié à des aspects socio-économiques, parce que bon, la vie est dure au Nicaragua, le coût de la vie est élevé pour des gens qui touchent des salaires très très faibles, etc. Il y a énormément de chômage, de sous-emploi, donc la vie est très difficile. Mais aussi, il y a des éléments qui voulaient faire changer les choses. Je pense qu'en particulier les étudiants, les jeunes, il y a quand même une grande partie de la population qui sont des jeunes dans les universités. Il y a plusieurs universités à Managua, et pas seulement à Managua, à Léon aussi, l'université de Léon, qui est la deuxième ville du pays. Et donc les jeunes voulaient certainement faire changer les choses. Et d'autre part, les gens n'avaient pas accepté finalement les élections de 2016, les élections un peu truquées. Il a fait modifier la Constitution, en fait. Oui, il a fait modifier la Constitution pour être réélu à plusieurs reprises, vous voyez. Donc ça, dans des conditions tout à fait aberrantes, vous voyez. Et en 2016, il a pratiquement empêché ses opposants de se présenter aux élections. Donc en fait, il a été élu avec 70% des voix, mais ça ne représentait absolument rien. Donc il y a eu un ras-le-bol avec, quels effets concrets pour la population ? Alors, bon, l'explosion était assez violente et elle s'est manifestée dans la ville de Managua, pratiquement qui était en état de siège. Vous voyez, comme vous dites, il y avait des routes qui étaient coupées, etc. Et la population ne pouvait plus se rendre à son travail. La route panaméricaine qui passe par le Nicaragua, donc ou sur laquelle transitent les camions qui vont ensuite au Costa Rica et au Panama, était coupée. Et donc, ça a entraîné aussi des pertes économiques importantes. Donc, ça a eu des conséquences dans le sens où l'activité économique a été freinée. Il y a eu certainement beaucoup de chômage technique à ce propos. Et la tension était si grande que la police était dans les rues, etc. Et donc, il y a eu des exactions de la part essentiellement du pouvoir et des milices qui étaient liées aux sandinistes et à des éléments incontrôlés des sandinistes, qui ont ciblé des étudiants qui sont morts à la porte de l'université, vous voyez, parce qu'ils avaient été visés par des snipers. Donc, vous voyez, donc des francs-tireurs. Il y a eu ensuite des emprisonnements, des prisons clandestines, des tortures dans des prisons clandestines, vous voyez, des choses assez horribles. Et, bon, très peu dénoncé d'ailleurs, ça a été dénoncé. Ça a été dénoncé au niveau panaméricain, ça a été dénoncé à la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et au-delà. Et au-delà, par l'Union européenne, la France aussi. Donc il y a eu une déclaration des évêques et du président Macron. Alors, dans cette histoire, il y a l'Église aussi qui a joué un rôle important de médiation. Alors dites-nous, quelle attitude l'Église a eue ? C'est naturel, je dirais, dans un pays comme celui-ci, parce que c'est un pays qui est quand même profondément attaché à la religion catholique. Je pense qu'il y a une tradition, des processions, vous voyez, des églises qui sont bien remplies, etc. Et l'influence de l'Église. Et comme je rappelais le cardinal Obando, et donc il y avait un suivi d'une certaine manière des activités politiques pendant les 30 dernières années. Et donc l'Église, à un moment donné, a proposé d'établir une médiation, donc pour ramener un peu le calme en disant, on va mettre autour de la table les étudiants, le patronat, les syndicats, les éléments sandinistes, le parti sandiniste, les autres partis autour de la table. Donc il y a eu des réunions, ça a été tout à fait officialisé par le cardinal, l'archevêque Brenes de Managua, et une série de réunions, mais les réunions, au bout d'un certain temps, n'ont rien donné du tout. Pour quelle raison ? Parce que, il n'y a pas de dialogue. Disons que l'opposition s'attendait à ce que le gouvernement recule. En particulier sur un point, ils avaient demandé que les élections soient refaites en quelque sorte. Les élections de 2016 qui avaient été truquées, qui avaient été vraiment mal conduites, ils demandaient au gouvernement de faire des élections cette année en 2019, vous voyez, pour valider d'une certaine manière le pouvoir. Mais le pouvoir n'a pas accepté, vous voyez. Et donc,
il n'y a pas eu de recul, il n'y a eu aucune concession faite, si ce n'est la concession de l'abolition de la première réforme que vous disiez en avril. La sécurité sociale. Alors, dans tout ça, il y a quand même eu des églises qui ont été abîmées, des ecclésiastiques menacés, agressés. Et je vous propose justement, on va voir quelques images qui sont assez fortes, dans lesquelles on verra une foule qui enserre le cardinal Brenes, donc l'archevêque de Managua, Monseigneur Silvio Baez, évêque auxiliaire de la capitale, ainsi que le nonce apostolique. C'était le 9 juillet dernier, et l'agression, elle s'est produite peu après leur arrivée devant la basilique de Saint-Étienne à Diriamba, à l'occasion d'une visite pastorale. Ils étaient venus réconforter les prêtres des fidèles victimes de violences dans la région de Carazo. On a envie de comprendre, et on les voit là derrière nous, ces images, donc d'une foule très compacte qui interpelle ces religieux. On se dit, mais d'abord, qui leur en veut et pourquoi? Qui s'en prend à l'Église? Oui, parce que je pense qu'à ce moment-là, ce sont des éléments justement du parti sandiniste qui sont aussi avec... Qui reprochent à l'Église d'être intervenue dans la médiation? Oui, parce qu'ils ont l'impression que l'Église va pencher du côté de l'opposition, ouais. qu'elle va appuyer les demandes de l'opposition pour refaire les élections, pour pas du tout son chasser... Non, ce n'était pas son objectif non plus. Je pense que l'objectif de bonne foi, moi je pense que l'Église l'année dernière était de toute bonne foi, dans la mesure où ils ont mis autour de la table, comme je l'ai dit, des gens qui étaient opposés, et en pensant qu'on allait trouver une solution. Vous voyez, donc Ortega avait accepté du bout des lèvres apparemment, mais finalement il n'a rien concédé du tout. On en est où aujourd'hui alors? Ça donne quoi? Ça donne que, moi je pense que Ortega a gagné la première manche. Je prends le gouvernement clairement, de toute façon après la répression intense, cette répression a causé à peu près, on estime 300 morts, donc c'est beaucoup, plus un grand nombre de blessés. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont quitté aussi, qui se sont cachés. Beaucoup ont pris le chemin de l'exil au Costa Rica. Il y a beaucoup de jeunes craignant pour leur vie, craignant pour leur famille, etc., qui se sont réfugiés au Costa Rica. Donc, certainement d'autres qui sont réfugiés aux États-Unis également, ou dans d'autres pays de la région. Donc, ça a été vraiment un choc. Et c'est vrai qu'il y a eu une répression. D'autre part, une censure des médias, vous voyez, donc un contrôle intense de la police, des forces de répression dans la ville de Managua, et non seulement Managua, mais aussi dans d'autres villes. Vous citez Diriamba, on peut citer Léon, la deuxième ville du pays. Et donc, une reprise en main, en quelque sorte. Et ça ne m'étonne pas de la part de Ortega, qui est quand même, comme on a dit, un commandant donc qui connaît la stratégie, qui connaît la tactique. Donc il a laissé les gens un peu avancer, si vous voulez. D'une certaine manière, si on analyse les choses, on voit que en laissant la négociation ou la médiation pendant un certain temps, les gens se découvraient en quelque sorte, et à ce moment-là, on pouvait ensuite les attaquer et réprimer d'une manière plus ciblée. D'accord. Alors, quelle issue possible? Je pense que la contestation peut reprendre. La contestation reprendra peut-être sous une forme différente, sous une forme plus violente, ou elle reprendra... Parce que le régime est quand même relativement isolé. Il est isolé sur le plan interne et il est isolé sur le plan international. Sur le plan international, on peut insister sur le plan international parce que, il n'y a pas beaucoup de gens qui appuient ce genre de régime, je veux dire. C'était un régime qui, au départ, était extrêmement sympathique, mais qui s'est complètement usé. En plus, il y a une appropriation du pouvoir par un homme qui a maintenant plus de 70 ans. Il met en plus dans le gouvernement sa femme, ses enfants, etc., avec un népotisme. Donc, il prend tout pour lui, si vous voulez. Et ça, les gens le comprennent très bien. Et donc, il a été critiqué au niveau de l'Union européenne, il a été critiqué au niveau des États-Unis, et il n'a plus l'appui du Venezuela qu'il pouvait avoir il y a quelques années, parce que le Venezuela a apporté, quand même avec Chavez, a apporté beaucoup d'argent au Nicaragua. Et le Nicaragua en a profité, le régime d'Ortega en a profité, même s'il est toujours allié de Maduro à l'heure actuelle. Alors, il y a des jeunes Nicaraguayens qui vont se rendre au Panama bientôt pour les JMJ, fin janvier, pour rencontrer le pape François. Est-ce qu'on peut s'attendre, selon vous, à une prise de parole du pape? Je ne sais pas.
En général, je pense que le pape ne rentre pas, si vous voulez, de plein pied dans les affaires internes des différents pays. Parce que, bon, s'il commençait par le Nicaragua, il aurait beaucoup de choses à dire sur la Colombie, sur le Pérou, sur le Chili. Bon, vous voyez. Donc, je pense qu'il ne pourra pas, bon, même s'il connaît certainement très très bien la situation politique, puisqu'il est argentin, donc avec la langue espagnole, donc sa familiarité avec l'Amérique latine, il n'y a pas de doute qu'ils connaissent très bien. Après ça, dans les entretiens particuliers, je pense qu'il peut y avoir des choses très intéressantes qui peuvent, de la part de chrétiens qui vont s'approcher du pape, de la part des évêques du Nicaragua, du cardinal Brenes. Bien sûr, ça peut avoir un rôle intéressant. Et donc, pour terminer, je rappelle que les évêques du Nicaragua, c'était dans leur message de l'Avent, la conférence des évêques, qui a une nouvelle fois appelé au dialogue pour sortir de la grave crise que traverse ce pays. Merci beaucoup, Christian Giraud, pour votre décryptage. Et on continuera bien sûr à suivre ce qui se passe au Nicaragua. Cette semaine, dans l'actu des églises, on revient sur deux événements en Afrique. Tout d'abord, avec les tensions au Gabon après une tentative de coup d'État militaire le 7 janvier. Situé en Afrique centrale, ce pays d'1,7 million d'habitants est frontalier avec le Congo-Brazzaville, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Il compte 75% de catholiques. Le putsch déjoué est intervenu alors que le Gabon est sans président depuis 2 mois et demi. En effet, Ali Bongo, victime d'un AVC en octobre, est hospitalisé au Maroc et ne serait plus, aux yeux de l'opposition, en état de présider le Gabon. Après 50 ans de pouvoir exercé par la famille Bongo, père puis fils, les Gabonais ne voient pas d'issue démocratique. On écoute l'analyse du père Bruno Ondo Minsa, prêtre gabonais, qui vit en France depuis 2010. Il est défenseur des droits humains dans son pays. Les gens ont accumulé des frustrations et d'élection en élection, les gens n'osent plus envisager sortir de là par des urnes. Et malgré de nombreuses richesses, c'est la précarité qui s'installe de jour en jour. C'est la misère à grande échelle et les rares voies de solution que les jeunes du Gabon aujourd'hui tournent, c'est de s'installer dans le grand banditisme. Et pendant que d'autres acteurs, notamment politiques, ne cessent de multiplier des crimes à des fins fétichistes qu'on appelle aujourd'hui des crimes rituels. Donc l'humain est devenu tout simplement du bétail au Gabon pour assouvir des soifs de pouvoir. La protection de la dignité humaine, de la justice sociale et de la paix sont des valeurs fondamentales de la doctrine sociale de l'Église. Mais il se trouve que notre Église, notamment la conférence épiscopale, peut-être a d'autres choix, a d'autres options. Mais malgré ce silence de la hiérarchie, dont du sommet de l'Église, il y a des curés de paroisse qui abattent un réel travail de conscientisation, mais qui n'est pas toujours et forcément relayé. Mais si aujourd'hui encore des laïcs dans leurs associations, partis politiques et autres arrivent encore à avoir le courage, la force de dire et de faire, c'est parce que tout simplement ils ont quand même des petits soutiens qui ne sont pas peut-être des soutiens très connus, mais qui sont réels, parce qu'il y a des choses qui se font et qui se disent dans des paroisses. Direction la Chine, où les obsèques de Monseigneur Michael Eyung, évêque de Hong Kong, seront célébrées le 11 janvier en la cathédrale de l'Immaculée Conception par le cardinal John Tong, évêque émérite du diocèse de Hong Kong. Alors le cardinal Tong a été nommé par le Vatican administrateur apostolique de ce diocèse, dont il assurera la gouvernance pour une durée indéterminée. Monseigneur Michael Eyung n'a servi que 18 mois à la tête du diocèse de Hong Kong, mais son engagement, en particulier auprès des plus démunis, laisse une empreinte forte, comme en témoigne le père Bruno Lepeu, responsable des missions étrangères de Paris pour la Chine, joint par téléphone. Alors, je pense qu'il a été très important pour le diocèse en termes de la Caritas et du travail d'éducation aussi au travers de la Caritas. Et puis, en tant qu'évêque, je pense qu'il a donné un peu un visage de quelqu'un qui était complètement dévoué à sa tâche. Il était malade avant d'être nommé, et il le savait, il l'avait dit au Saint-Siège, le Saint-Siège l'a quand même nommé. Donc nous, on a un peu l'impression qu'il s'est tué à la tâche par devoir, parce qu'on l'a vu diminuer au fur et à mesure. Tout le mois de décembre,
on le sentait de plus en plus diminuer. Il était vraiment complètement usé. C'est vraiment un bel exemple de quelqu'un qui a été jusqu'au bout, un petit peu comme Jean-Paul II avait voulu aller jusqu'au bout. On sent que M. Young a fait la même chose. Et puis rappelons que la situation de Hong Kong est particulière, rattachée à la Chine continentale seulement depuis 1997. Elle a une large autonomie. La péninsule est régie par une loi fondamentale selon laquelle tous les résidents jouissent de la liberté de conscience et de la liberté de religion. La pratique du culte est également libre, à la différence du reste de la Chine continentale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site ktotv.com et sur nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous. On se retrouve mercredi prochain. Au revoir.